des voies de solution qu'on pourra considérer. Nous, c'est sûr que par la suite, on verra travailler ça avec le fédéral, qui est celui donc, qui émet les permis de travail. Donc, il y a des discussions importantes qui seront à tenir par la suite, mais au moins d'avoir un portrait clair sur les outils qui sont à notre disposition pour des alternatives. Ça va être un exercice important. Donc, merci pour ça. Je vous amène à partir d'ici sur votre mémoire. En fait, vous avez vu notamment qu'avec le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, qui remplacera le PRTQ, on a vraiment veillé à développer une passerelle qui permettrait à des gens pour qui la résidence permanente actuellement est très difficile d'accès, d'avoir un pont, une passerelle donc qui les mènera vers la résidence permanente. Donc ça, c'est une création qu'on a présentée au printemps dernier. J'aimerais vous entendre sur la réelle possibilité que ça offrira, de votre point de vue, pour les personnes qui ont des compétences manuelles et intermédiaires pour atteindre la résidence permanente. Puis, on a justement veillé à moduler la connaissance, les exigences en matière de français. Donc, on les a rabaissées au niveau 5 pour la connaissance orale. Et il n'y a pas d'exigence pour la connaissance du français écrit qui soit associée donc aux professions à compétences soit manuelles ou intermédiaires. Donc, est-ce que pour vous, d'une part, vous voyez ça positivement et quel est l'impact que vous prévoyez là, quant au développement de ce volet 2 du PSTQ? Du niveau 4. Grosso modo, Madame la ministre, que ce soit le niveau 5 ou le niveau 4, on parle du niveau 4, nous, parce que dans le reste du Canada, c'est un niveau 4 qu'on demande. Alors, pourquoi ce serait différent au Québec? Mais là, pour ça, parce que c'est à cause du français, j'ai pas de problème. Si vous me parlez que le niveau 5, c'est seulement l'oral, c'est déjà quelque chose d'intéressant. À l'écrit, il n'y a rien de prévu. Oui, tout à fait. Au niveau de si jamais il coulait uniquement au niveau de l'écrit, là, je me poserais des questions. Mais je pense que ce qu'on a besoin au niveau de ces travailleurs-là, c'est un français fonctionnel oral, simplement. Et de ce côté-là, on est prêt à reconnaître cette partie-là, sans aucun problème. Comme je vous dis, d'emblée, avant, ces travailleurs-là n'avaient même pas accès à la résidence permanente. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils l'aient. Comme je vous dis, je pense que vous avez vu le film Essentiel, Eddie a vu sa famille 3 mois sur 10 ans. C'est pas normal. Écoutez, il est ici 11 mois et demi par année à travailler et il retourne 2 semaines. C'est 2 semaines de vacances ou quand il y a eu 3 ans, c'était 3 semaines. Là. Il retournait 3 semaines. Mais c'est pas une vie familiale, ça. Lui, ce qu'il veut, c'est de voir sa famille, voir ses enfants apprendre le français puis de venir vivre ici. Puis je pense qu'il a fait un très bon travail. Il a prouvé ici aux Québécois qu'il avait sa place ici. Et c'est dans ce sens-là que je souhaite cette ouverture-là vers les travailleurs temporaires, tout simplement, et de bas salaire. Parce que, bien sûr, on parle, bien sûr, ces travailleurs-là de bas salaire. Parce qu'on en a autant besoin d'eux que des universitaires, puis des ingénieurs et tout ça, là. Je pense qu'on a autant besoin d'eux qu'on a besoin de médecins, puis d'ingénieurs ou d'infirmières ou de préposés aux bénéficiaires. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là, on veut, dans le fond, qu'on reconnaisse le droit à tous les travailleurs temporaires, quelle que soit la manière qu'ils sont arrivés ici ou sur quel programme, à la résidence permanente. On est très conscient qu'il faut qu'ils prennent le français. Puis moi, je suis un francophile, j'y crois aussi. Moi, je pense qu'un immigrant doit apprendre le français lorsqu'il vient vivre au Québec. Et ça fait partie, bien sûr, de notre ADN. D'ailleurs, peut-être, tu pourrais peut-être en rajouter peut-être un petit peu plus. J'aurais peut-être quelque chose à compléter. Si je peux me permettre aussi de dire que ça va être important. On a beau dire qu'on abaisse le niveau de français et que ça va être un français oral et non écrit, mais il faut aussi donner des moyens aux entrepreneurs, aux entreprises, à nos agriculteurs d'être capables d'accorder des temps de francisation. Il y a des programmes, il y en a un récent, entre autres, où est-ce qu'on peut libérer des gens pour qu'ils puissent faire de la francisation au milieu de travail. Mais les programmes, bien qu'ils peuvent exister, il faut qu'ils soient utilisés. Et donc, il y a du travail à faire à ce niveau-là, ce qui n'est pas du ressort de notre mission à nous. Mais même obtenir un niveau de français 5, c'est quand même... il y a quand même des niveaux de difficulté de liés à ça. Pour des travailleurs qui vont faire des 15 heures par jour, des 60-70 heures par semaine, trouver
les 3 heures par jour nécessaires à faire un peu de francisation, ça peut s'avérer difficile. Le processus peut être long, même si c'est seulement qu'à l'oral. Donc, il faut absolument que ces programmes-là soient mis en œuvre ou que des programmes spécifiques de mise en œuvre. Il y a de la grille francisation, oui, mais il faut encore développer davantage pour qu'ils puissent réussir à obtenir leur niveau de français. Madame. C'est une chose que la COVID nous a appris, parce qu'on sort d'une période quand même assez difficile là, sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, c'est que la question de la sécurité alimentaire implique aussi des travailleurs qualifiés. On a beau dire bas salaire, non qualifiés, mais il en demeure pas moins. Et puis ça, on s'entend à la table de concertation avec l'UPA et les différents partenaires que c'est un travail qualifiant. Si tu vas travailler dans une ferme ou dans une usine de transformation alimentaire, ça exige des qualifications professionnelles aussi. Ça fait que je veux juste pas tomber dans « c'est pas des travailleurs qualifiés ». Non, ils ont leurs qualifications propres. Et ce qu'on a appris, c'est que ce qui a donné suite au film essentiel, cette chaîne d'approvisionnement-là, elle est majeure. L'Association québécoise en coopération internationale tient toute cette année son thème sur la sécurité alimentaire, puis on va participer avec eux là, pour ce secteur-là, pour faire des échanges. L'autre chose qu'on a appris aussi pendant la COVID, c'est que on dit aux employeurs, il faut libérer les gens un peu sur leur temps de travail, peut-être avant qu'ils commencent leur travail, une semaine ou 2 avant, pour au moins qu'ils apprennent les droits civiques, un peu les principes de français. On en fait un peu de francisation. On n'est pas un organisme de francisation, mais on en fait. Et on avait développé avec un organisme communautaire un modèle particulier d'accueil. Puis là, ils nous disaient, ben non, c'est pas possible. Là. Alors, la COVID, on a fait venir les travailleurs 2 semaines à l'avance pour les isoler, puis leur dire comment prendre soin, puis pas contaminer personne, puis tout ça. On pourrait faire la même chose pour qu'ils aient un apprentissage minimal de base sur ne serait-ce que la culture du travail en français. Prenez par exemple la lecture des produits toxiques dangereux, les pesticides. Bien, si tu ne peux pas lire les consignes de danger, tu te mets ta santé et sécurité en péril. Là. On a vu, on a travailleurs, on a gagné une cause qui est maintenant bien connue sur la contamination d'un travailleur. Bien, peut-être s'il avait été à mesure de comprendre ces consignes-là, il y aurait eu moins de difficultés ou moins de contamination. Donc, on pense que oui, c'est faisable. La COVID nous a enseigné qu'ils sont des travailleurs essentiels, ils sont qualifiés, puis il y a moyen avec les employeurs, qu'on s'entende, parce qu'actuellement, ils n'ont pas de voix, ceux qui ne sont pas syndiqués, surtout, parce qu'en plus, on les a désyndiqués dans le cas du travail, là, les petites fermes. Alors, il faut leur donner cette voix-là, puis la possibilité de s'organiser pour accéder à ces belles passerelles là, qu'on vient d'ouvrir là, pour eux. Je suis contente de vous entendre parce que ça allait être ma prochaine question. La francisation, quand j'en entends parler en lien avec le milieu agricole, on me dit « Ah non, mais ça, il faut oublier ça, c'est pas possible. Non, ils n'auront pas le temps. Ils n'auront pas le temps. » Fait que, vous pensez qu'il y aurait moyen quand même de dégager un peu de temps quand ils sont ici, mais moi, je pense qu'aussi en amont, avant même qu'ils n'arrivent au Québec. Là, oui. Vous parlez de peut-être arriver quelques jours avant, ça c'est une option peut-être, mais aussi avant qu'ils ne quittent leur pays d'origine, oui. S'ils peuvent avoir des cours de francisation, ça aidera pour leur intégration quand ils arrivent ici, ou peut-être une fois qu'ils sont retournés aussi, de poursuivre la francisation? Oui, de poursuivre, effectivement, parce que le modèle, je sais que les syndicats, les TERC notamment, ont négocié au Mexique, là, dans le cadre de nos accords de libre-échange et tout ça, avec les États pour savoir où venaient travailler. S'ils viennent au Québec, c'est sûr que c'est une dynamique différente que dans les autres provinces. Fait qu'il y a moyen de faire un peu de travail en amont. Puis il y a moyen de faire un peu de travail à l'accueil aussi. Puis dans le cadre des fonctions, il y a des fonctions essentielles qui doivent être comprises dans le français là, en matière de prévention des lésions professionnelles. Est-ce qu'il y en a qui le font déjà pendant les semaines où les travailleurs sont ici? Est-ce que des mesures de francisation, ça existe? Oui, ça existe. On en fait à Québec. On a fait à Québec. On a un projet pilote actuellement à l'île d'Orléans. C'est très populaire. Okay. Je vous dis que les travailleurs veulent apprendre le français. Ils désirent, bien sûr, quand tu travailles 12 heures par jour, c'est pas toujours évident, mais leur journée de congé, ils la passent à venir à nos ateliers de français à l'île d'Orléans. Il y a eu un reportage d'ailleurs de Radio-Canada là-dessus qui était vraiment excellent. Et c'est l'équipe du RATMAC d'ailleurs de Québec qui a parti ce projet pilote et c'est très populaire. Et maintenant, on a des bénévoles aussi qui viennent de donner un coup de main aussi au centre communautaire à l'île d'Orléans. C'est vraiment exceptionnel. Il faudrait les reproduire, ce type de situation. Propager la bonne nouvelle. Oui. Vous êtes bon là
là-dedans, là, de faire diffuser l'information. Fait que si vous pouvez la diffuser au sein de votre réseau, ça donnera l'idée à d'autres, certainement. Exact. Sachant que Mais je vous dis, les travailleurs veulent apprendre le français. Ouais. Ils veulent. Bien, ça, on le constate, parce que quand on regarde la ruée qu'il y a eu pour les inscriptions à Francisation Québec, manifestement, les gens répondent à l'appel, puis ils veulent être en action. Et il y a beaucoup de travailleurs temporaires qui se sont inscrits. Mais avec la participation des employeurs aussi, il y a moyen de libérer des travailleurs, d'aller chercher des fonds pour pas qu'ils soient perdants, puis qu'en même temps, ils puissent les libérer sur leurs heures de travail pour faire quelques heures de francisation. Ça serait gagnant-gagnant aussi. Tu sais, nous, on a des formes d'ateliers, mais oui, c'est une forme de francisation, mais on n'est pas... c'est pas comme faire une francisation, là, c'est une base à tous les jours, 2 heures par jour, 3 heures par jour, là. Donc, mais puis ça, il y a des programmes qui existent. On nous en a présenté un il y a à peine quelques mois, là, où est-ce que c'est possible de faire des demandes pour être capable de libérer sur les heures de travail, puis que l'employeur ne soit pas perdant là-dedans, puis en même temps que les personnes puissent se former en français. Mais il faudrait publiciser ça, puis il faudrait qu'il y ait aussi un engagement de leur part, là, de ce côté-là, pour faire en sorte que ces travailleurs-là puissent apprendre le français. OK. On a un projet qu'on a déposé au fédéral, mais qui est tombé lettre morte, là, sur un programme adapté à l'accueil des travailleurs avec Judith Giguère et son organisation. Puis, on n'a pas pu aller plus loin que ça parce que là, bon, Mélanie l'a mentionné tout à l'heure, je pense qu'on devient contre-productif là, si on ne prend pas notre place dans l'accord Canada-Québec, puis aller chercher ce dont on a besoin au Québec pour franciser notre monde. Là. Je pense que ça, c'est important. OK. Bien, merci pour ça. Alors, Madame la Présidente, je vais céder le droit de parole à mes collègues. Alors, je me tourne du côté de la collègue de Lotbinière-Frontenac, qui vous reste 1 minute 45. Merci. Justement, ma question portait sur la francisation. Comment vous voyez l'engagement des employeurs? Je ne vous cacherai pas que c'est difficile avec les employeurs. Pour les employeurs, ces travailleurs-là sont là pour travailler et bien sûr, ils veulent le maximum d'heures là-dessus, ça soit bien sûr au profit des... Alors, la journée où on leur parle de les libérer, ça devient un peu plus problématique. Alors, dans ce sens-là, Mélanie en a parlé. Ce qu'on souhaite, c'est des programmes qui vont permettre justement à ces travailleurs-là, à l'employeur de ne pas perdre, et de l'autre côté, aux travailleurs de pouvoir se faire franciser. Donc, ça, c'est des temps de libération pour les travailleurs. Il n'y a pas d'autre manière de le faire. On le fait, comme je vous dis, d'une façon... à l'île d'Orléans d'une façon vraiment sommaire. C'est vraiment pas quelque chose qui est pour obtenir nécessairement un niveau 4, là, mais c'est un français de base qu'on commence avec eux, puis éventuellement, lorsqu'ils vont prendre des cours, ils vont pouvoir améliorer, bien sûr, leur niveau pour se rendre au niveau 4. Parce que l'objectif des travailleurs, c'est de venir vivre avec la famille ici. Beaucoup pensaient que ces dernières années, que les travailleurs, non, voulaient retourner, ils ne voulaient pas revenir ici. Ils envient beaucoup notre système d'éducation, de santé, ce qu'ils n'ont pas au Guatemala, là. Et ils ont envie de voir leur famille, ils ont envie que leur famille vienne vivre ici, qu'ils apprennent le français, puis qu'ils deviennent des Québécois et des Canadiens comme tout le monde. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a fini cette première portion d'échange. On va se tourner du côté de l'opposition officielle avec 12 minutes 23, et c'est le député de Néligan. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, avocate. Je vais prendre quelques secondes pour vous remercier. Je sais que vous êtes un acteur. Je parle de vous, Monsieur Pilon. Merci pour votre intervention et surtout tout ce que vous faites au nom de ces travailleurs temporaires et étrangers. Je vous suis depuis quand même un bout et je tiens à vous saluer et à saluer les membres qui vous accompagnent. J'ai été interpellé par votre intervention. Vous êtes en commission parlementaire où il y a 2 scénarios sur la table. Depuis le mois de mai, je disais qu'il y a un scénario qui est absent. C'est le scénario des travailleurs temporaires étrangers. D'ailleurs, j'ai déposé un projet de loi, je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, on peut vous l'envoyer. Et aujourd'hui, pour le bénéfice des membres, vous avez dit que vous êtes allé chercher vous-même, votre organisme, 17 000 personnes à l'aéroport?
Depuis le 1er janvier 2023. Non, mais tu peux faire la division par jour, là, c'est énorme. En fait, c'est qu'on est présent pour les accueillir. On leur remet l'agenda que tantôt Michel vous a présenté. Ouais. Et puis, systématiquement, on a comme raffiné nos procédures et nos processus et on obtient leur accord pour prendre leur nom et leurs coordonnées, ce qui nous permet de développer des tableaux de bord par la suite pour savoir où ils s'en vont. Parce que ici, on parle, il y a des enjeux de données quand on parle de travail étranger temporaire. Je crois qu'on n'est pas les seuls à vouloir ces données-là. Ouais. Donc, ça nous permet aussi de dresser des portraits sur dans quelle région, dans quelle entreprise. On a même les données par MRC par la suite. On a une équipe qui fait un travail extraordinaire là-dessus. Et c'est 17 500 à qui on a remis quelque chose. Je tiens à vous remercier au nom de ces personnes. Vous êtes la porte d'entrée pour ces travailleurs qui nous aident à avoir les prix qu'on a sur nos tablettes. C'est beaucoup de travailleurs agricoles. C'est ma mémoire, elle est bonne. D'ailleurs, je tiens à saluer un organisme sur la rive sud, Complexe X, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a organisé un grand tournoi de soccer. J'étais invité à la finale. C'était merveilleux de voir beaucoup de jeunes travailleurs. Et ça a été des célébrations magnifiques. Et je partage ce que vous avez dit sur leur volonté. Ils veulent, une bonne partie veut rester, veut savoir comment. Et c'est là où j'aimerais vous ramener. Ce n'est pas toutes les catégories à qui on peut donner une suite pour une résidence permanente. Ça, vous le savez. Maintenant, vu l'absence de la discussion sur les travailleurs temporaires étrangers, au fait, on en discute. Il y a beaucoup de groupes, vous n'êtes pas le premier groupe qui nous ont sensibilisés par rapport à ça. S'il y a quelque chose que vous aimeriez avoir dans la planification qui ne figure pas par rapport aux travailleurs temporaires étrangers, ça serait quoi? De toute façon, on a je le dis dans notre mémoire, ce qu'on souhaite, c'est que ces travailleurs-là aient accès, au moins un accès à la résidence permanente, avec le niveau de français qu'ils ont besoin. La plupart, en fin de semaine, on avait une petite exposition sur des travailleurs. C'est une photographe qui a fait un peu l'histoire de ces travailleurs-là. Il y en a au total 54, mais on en avait une vingtaine à peu près là, en fin de semaine à l'île d'Orléans. Et une des particularités de ce que les travailleurs nous parlaient, c'est de vouloir être avec leur famille, de vouloir que leur famille vienne au Québec y vivre. Je pense qu'ils étaient unanimes, ils se disaient tous la même chose, ils voulaient que leur famille vienne ici, ils s'ennuient de leur famille. Vous savez, il y a des travailleurs ici qui sont 11 mois et demi, ils ont des contrats de 2 ans, ils sont 11 mois et demi par année ici. C'est pas normal qu'un père de famille ne voit pas sa famille pendant 11 mois et demi de temps. C'est ça que moi je... Et les débats hier et aujourd'hui, notamment je fais référence à Québec réunifié, le groupe de ce matin, nous sommes rendus à 36 000. Québec réunifié? Oui, ouais. C'est ça. Québec réunifié, 36 000 demandes en attente au fédéral par rapport au regroupement familial. Le regroupement familial, comme vous le savez, fait partie des seuils aussi. Donc c'est comme un cercle vicieux. Et c'est là où votre présence dans cette commission, cette fois-ci, elle est tellement importante parce que cette réalité de travailleurs temporaires étrangers, ce n'est pas tout le monde qui est au courant. Ça nous a pris un grand effort pour vulgariser ça. Les gens pensent qu'il y a un seul moyen d'entrer, tout le monde vient en tant qu'immigrant. Il y a beaucoup de catégories. Le problème, c'est que nous sommes en train d'agir et de répondre à des besoins permanents. Comme vous êtes en train de me dire que c'est des 2 ans des contrats. Avant, les gens avaient en tête des travailleurs agricoles saisonniers, 3-4 mois. Quand on est rendu sur de 2 ans avec des permis fermés, vous avez bien évoqué les problèmes des permis fermés, là c'est du permanent. Et là j'ai le goût de vous poser une question. Est-ce que, avec les employeurs que vous êtes en contact et vous parlez, est-ce que les prévisions futures, c'est des besoins permanents ou des besoins temporaires?
Bien, ce que je peux vous répondre là-dessus, c'est que dans le domaine agricole, il y a deux sortes. Hein. On parle du saisonnier. Le saisonnier dans le maraîcher, par exemple, sont à peu près ici 8 mois. Quand on parle, bien sûr, des Mexicains avec le programme des travailleurs saisonniers et le PTET, qu'on appelle le travailleur temporaire, eux peuvent être là plus longtemps. Et dans le domaine animal, par exemple, porc, poulet, les œufs, tout ça, c'est du 12 mois par année qui sont ici. Dans les serres, c'est du 12 mois par année, c'est de l'agricole. Et je ne vous parlerai même pas de toute la transformation alimentaire, quand on parle d'Olimel, quand on parle des centres d'abattage et tout ça. Ces travailleurs-là ont des contrats de 3 ans. Ils retournent seulement 2 semaines par année voir leur famille. C'est ça, la situation. C'est pour ça qu'on souhaite que ces travailleurs-là puissent avoir accès à cette résidence et d'améliorer leur sort aussi. C'est un peu normal de vouloir améliorer son sort et améliorer le sort de leur famille, malheureusement, qui sont dans des pays pauvres. Et c'est pas normal pour moi qu'un père de famille, moi-même, je suis père de famille, je suis même grand-père, et c'est pas normal de ne pas voir ses enfants pendant 11 mois et demi de temps. C'est ça qu'on veut que ça change. On veut qu'on reconnaisse le droit de ces travailleurs-là de pouvoir, immigrer, en apprenant le français, bien sûr, et qu'ils puissent avoir un accès à la résidence permanente. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. C'est bon. OK. Ah, c'est vous qui... Chef d'orchestre, magnifique. Écoutez, c'est difficile de dire juste une chose parce qu'il y a des enjeux. Moi, j'ai une vision de droit, hein, je suis juriste, fait que moi, si on respecte le droit au travail décent, nos engagements internationaux à l'égard du travail décent, ce qui veut dire quoi? Qui veut dire respect des normes du travail, égalité en emploi, protection sociale, ça, le Québec l'offre. Là où on n'est pas, c'est dans le dialogue social. Nous, on est la porte d'entrée, vous le dites. Bien, on veut être capable d'apporter notre voix. On a essayé d'approcher, il y a 2 ans, la Commission des partenaires du marché du travail. On dit, on ne s'occupe pas de ça, c'est des temporaires. Fait que le dialogue social... Attendez, si vous permettez, je vais vous arrêter une seconde. Oui, bien sûr. Vous avez vu le communiqué de presse de Mme la ministre hier? Là, il parle de donner le mandat à la CPMT d'étudier, mais vous êtes en train de me dire qu'ils vous ont dit qu'ils ne s'occupent pas des travailleurs temporaires? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ouais. J'ai dit que par le passé, parce qu'on n'en tenait pas compte, la Commission des partenaires du marché du travail nous a dit, bien, non, vous ne devez pas être à la table. Mais nous, on pense qu'on a incité pour être à la table parce que, vous avez vu, la quantité, à tous les 2 ans, ça double. Et ça double dans tous les secteurs. On a une expertise, puis on veut la faire valoir. On est à la table des partenaires des TET, là, avec Agri-Carrière. Mais je pense qu'on a cette expertise-là. On sait dans chaque MRC où sont les travailleurs, quels sont leurs besoins. Fait qu'on veut être associé à ça. Moi, si je sortais d'ici, un vœu que j'aurais, c'est qu'on soit associé à ce dialogue social. Puis c'est le 4e pilier du travail décent, c'est de donner une voix aux travailleurs qui ne sont pas attendus. Et je vous le dis, en tout respect, c'est continuer ce combat. C'est un combat qui est juste parce qu'on parle des travailleurs. Ce n'est pas une marchandise. C'est des gens qui choisissent de venir. Ils font confiance. On parle du Canada. Oui. À l'échelle internationale, on parle du Canada. Les gens ont le choix d'aller ailleurs, mais ils ne veulent pas aller ailleurs. Ils choisissent de venir travailler chez nous. Mais quand on voit que pour la première fois, un rapporteur des Nations Unies vient au Canada et au Québec dire des choses pareilles, écoutez, ce n'est pas bon pour l'image de marque du Canada. Et je ne dis pas, vous l'avez très bien dit dans le reportage hier, M. Pilon, c'est que je ne dis pas que c'est tous les employeurs qui font ça. Il y a une minorité, mais il ne faut pas que le gouvernement mette des lunettes qui l'empêchent plutôt de voir la réalité de ces travailleurs. Et c'est là où j'aimerais vous ramener. Et sentez-vous bien à l'aise de me répondre. Pourquoi, selon vous, le gouvernement du Québec favorise plus l'arrivée des temporaires que du permanent, sachant que, vous l'avez très bien dit, les besoins sont d'ordre permanent. C'est des jobs où on donne des contrats de 2-3 ans. Donc on sait que c'est permanent, mais on accepte de donner ramener des travailleurs temporaires, leur donner 2 semaines pour aller voir leurs enfants, leurs femmes, leur famille, etc. Parfois, c'est des couples séparés.
Je pense que c'est de questionner aussi les décisions qui ont été prises au niveau politique, au niveau fédéral et même peut-être au niveau provincial. Mais le questionnement vient de beaucoup plus loin. Pourquoi avoir accès sur la main-d'œuvre étrangère plutôt que d'accès sur une main-d'œuvre permanente qui vienne s'établir ici? Donc, moi, je pense que on parle de pénurie